Parfois, on a l'impression qu'on a fait le tour, mais on se rend compte que on n'a pas tout à fait le tour de l'anesthésie loco-régionale, puisque aujourd'hui, je vais vous parler de l'anesthésie loco-régionale, pas de technique uniquement de bloc, mais l'intégrer dans un parcours. L'idée, c'est d'optimiser le parcours en utilisant des techniques que l'on maîtrise au quotidien et arriver à simplifier le parcours. Et la simplification ultime du parcours, c'est peut-être de ne pas endormir les patients. Ce topo est fait avec des présentations qui ont été faites par Sébastien Bloch, Cyril Kemener et moi-même, donc je les associe à cette présentation. J'ai quelques liens d'intérêt avec le sujet qui favorisent dans ma pratique de l'anesthésie loco-régionale, donc je suis assez biaisé, je fais beaucoup d'anesthésie loco-régionale avec des aiguilles et des échographes. Pour commencer cette présentation, on parle d'anesthésie loco-régionale seule pour l'épaule. J'ai sorti cette publication qui avait été faite en 2021 qui s'intéressait à 14 études randomisées et analysait les techniques utilisées pour opérer les patients de l'épaule. Et alors, ce qui est assez intéressant dans cette étude, ce n'est pas d'évaluation de la douleur, ça fait mal l'épaule, mais ce n'est pas la question du jour. L'intérêt, c'est de voir quelles sont les techniques qui sont proposées aux patients. Eh bien, les techniques, l'anesthésie générale est associée le plus souvent à un BIS ou un cathéter de BIS ou à des blocs, on va dire, de la partie haute du plexus brachial. La situation de l'anesthésie générale seule concernait un patient sur 5. Donc ça, clairement, c'est des pratiques qui sont rapportées en 2021 sur des études qui avaient eu lieu de façon préalable. Ça, c'est une pratique qui n'est pas adaptée, sauf si vous avez des contre-indications vraies au bloc interscalénique ou au bloc où, globalement, on ne devrait pas retrouver. Mais dans cette série, on ne voit aucune anesthésie loco-régionale seule. Donc très clairement, ce n'est pas une pratique qui est extrêmement diffusée. Le risque de l'anesthésie générale, parce que pour se demander si on fait de l'ALR seul, en dehors de l'optimisation du programme, est-ce que ça pourrait poser problème? Alors je vais parfois être un peu caricatural, je ne pense pas qu'on meurt d'anesthésie générale tous les jours dans nos blocs opératoires, mais je pense que la morbidité de l'anesthésie générale est quand même différente d'une anesthésie loco-régionale seule, sachant que dans tous les cas, vous avez fait une anesthésie loco-régionale pour la douleur post-opératoire dans la chirurgie de l'épaule. Et dans cette série qui avait été publiée en 2018 sur un nombre très important de procédures, il y en avait 27 000. C'est les complications chirurgicales qui occupent surtout la période post-opératoire en chirurgie de l'épaule. Il y a beaucoup de complications. Mais il y a également des complications anesthésiques, dont 40% étaient liées à l'anesthésie générale. Évidemment, il y avait quelques complications liées à des lésions neuropathiques post-opératoires qu'on a tous eues dans nos carrières, entendues, vues, sur des lésions parfois qui sont faites durant l'anesthésie loco-régionale et qui, dans la plupart des cas, vont disparaître et s'estomper avec le temps. Donc, dans cette série, il y a quand même des complications liées à l'anesthésie générale. Et une des complications qu'on retrouve avec l'anesthésie générale et qu'on ne retrouve pas avec l'anesthésie loco-régionale, c'est la survenue d'AVC. Alors, des case reports, des cas cliniques sur des accidents vasculaires cérébraux. On a tous entendu l'histoire d'un loup qui arrive dans une ville la nuit. Bon, on a tous entendu des histoires d'AVC qui peuvent survenir au cours de chirurgie de l'épaule. Bon, heureusement, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai fait beaucoup d'épaules. Je n'en ai pas vu avec plusieurs milliers, mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est un risque qu'on retrouve dans la littérature. Alors, c'est un risque qu'on retrouve dans la littérature parce que il y a un certain nombre d'études qui se sont intéressées à la perfusion cérébrale, à la tension artérielle, parce qu'il existe dans la chirurgie de l'épaule, sur cette série, 90 patients, 45 sont sous anesthésie générale seule, une pratique qui ne devrait pas avoir lieu. 45 sont sous anesthésie générale et anesthésie loco-régionale. Eh bien, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une baisse de la tension, évidemment, dans les deux groupes, induite par l'anesthésie générale, mais alors que quand vous ne faites pas d'anesthésie loco-régionale, ça, c'est vraiment pas bon. Parce que, évidemment, votre anesthésie, c'est une chirurgie qui est très douloureuse, elle va être beaucoup plus instable, vous allez devoir approfondir fortement votre anesthésie, et donc vous allez avoir un impact tensionnel qui va être plus important. Donc l'anesthésie générale baisse la tension et peut entraîner une hypoperfusion cérébrale. Ce qui a été mesuré dans cette étude, c'était chez des patients opérés de chirurgie de l'épaule avec AGALR, une présence de désaturation cérébrale chez 43% des patients. Ils avaient un objectif tensionnel, donc la mesure au brassard ou à l'artère, si vous mettez des artères sur les épaules, ce qui est quand même assez peu fréquent, à 70 mm de mercure, donc un objectif haut. Et malgré cet objectif haut de pression, ils obtiennent des désaturations cérébrales. Dans leur étude sur 42 patients, ils n'observaient pas de troubles cognitifs post-opératoires. Donc il y a des désaturations, il se passe des choses pendant ces chirurgies de l'épaule sans qu'il y ait de troubles cognitifs. Mais globalement, les tensions baissent, la pression artérielle baisse, il y a de la désaturation cérébrale, il y a quand même des choses qui se passent au niveau cérébral. Cette étude, elle m'a beaucoup plu, c'est des collègues et amis qui l'ont fait dans une grosse structure de chirurgie de l'épaule. Ils ont repris 482 patients, ils ont fait 417 patients en ALR seul. Ah, enfin un papier qui va s'intéresser à notre sujet, l'ALR seul. 65 patients qui avaient eu des anesthésies générales, plus anesthésie loco-régionale, sur des chirurgies
comparables. Dans cette étude, l'hypotension sous anesthésie loco-régionale, elle existait également, elle était décrite dans 13% des cas, et dans l'anesthésie générale, chez 57% des patients, c'était une tension qui était inférieure à 65 mm de mercure. Ce n'était pas un delta, c'était une valeur absolue. Le risque avec l'anesthésie générale, ils ont mesuré un odds ratio à x10. Vous avez 10 fois plus de chances de faire une hypotension lorsque vous avez une anesthésie générale sur l'épaule qu'une anesthésie loco-régionale seule. Donc très clairement, ce signal, ce bruit, il y a de l'hypotension, la tension qui baisse et des ascensions, c'est quelque chose qui est observé, qui est réel. Quand vous avez un patient en chirurgie de l'épaule sous anesthésie générale, vous allez devoir faire un petit peu d'attention particulière à la tension artérielle, à la pression artérielle et indirectement au débit cardiaque. Donc pour corriger ça et pour éviter de galérer avec des antihypotenseurs globalement, eh bien il y a une équipe, c'était un essai turc, qui s'était intéressé à comment essayer de limiter cet effet tensionnel. Donc eux, ils avaient proposé un remplissage vasculaire de 10 ml/kg en préopératoire et ils avaient montré que dans l'étude, dans le groupe qui reçoit 10 ml/kg de remplissage, eh ben, il y a moins de baisse de la pression artérielle puisqu'on voit que c'est différent au moment où on met le patient en position assise. C'est statistiquement différent avec des différences d'à peu près 10 points de mercure au niveau de la tension à 5 minutes, à 10 minutes et à 30 minutes. Et ensuite, ça redevient pareil. Donc, chez tous ces patients, ils essayent de trouver, c'est quand même un truc, c'est pas forcément mettre 10 000 kg de remplissage à un patient de 90 kg en préopératoire d'une chirurgie de l'épaule, c'est pas non plus des pratiques courantes, mais ils ont trouvé que c'était un moyen pour limiter la baisse de la pression artérielle. Donc c'est peut-être une option, c'est pas faire de la LR seul, c'est de remplir les patients, de sortir des catécholamines, de mettre un peu de monitorage cérébral pour éviter toute complication. D'ailleurs, dans cette étude qui s'était intéressée aux désaturations cérébrales, c'est une étude randomisée sur les incidences des désaturations cérébrales, ils avaient trouvé 2 facteurs de risque. Ils avaient trouvé que c'était la population qui avait un IMC supérieur à 30 et ils s'étaient dit que le traitement, c'était les bas de contention pour essayer de contenir un peu la volémie. Et puis, ce n'était pas des résultats absolument faramineux. Ils disaient ce qui serait bien, c'est essayer de trouver une solution pour améliorer la situation au niveau de la perfusion cérébrale. Ben, moi, je l'ai la solution. La solution, c'est le topo du jour. C'est réaliser l'anesthésie loco-régionale seule. Ça peut être une des raisons, c'est de limiter cette partie-là des complications post-opératoires peu fréquentes, mais assez sévères lorsqu'elles surviennent. L'anesthésie loco-régionale seule, alors pour ceux qui me connaissent, ça aurait pu être la Wallante. Mais alors pour l'épaule, non, c'est pas la Wallante. Hein. Très clairement, c'est pas des infiltrations de l'épaule, c'est pas 100 millilitres dans l'épaule, c'est pas du tout ça. Parce que quand on prend la chirurgie de l'épaule, pourquoi je vous dis que quand on fait une anesthésie générale, il faut faire une anesthésie loco-régionale associée, plus ou moins des adjuvants, plus ou moins des cathéters, parce que c'est une chirurgie qui est douloureuse. Donc si on s'amuse à infiltrer aux anesthésiques locaux tout autour de l'épaule, oui, ok, on va peut-être pouvoir opérer dans des conditions plus ou moins favorables, avec un patient plus ou moins confortable, qui aura pris 5, 10, 15 fonctions tout autour de l'épaule, mais on n'a absolument pas traité un des problèmes majeurs de l'anesthésie, qui est la gestion de la douleur post-opératoire. Donc ça, la Wallante, je ne veux même pas en entendre parler, je ne vais même pas vous en parler. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est une technique qui a été décrite en 93. Un article en 93, ils avaient, à l'époque, c'est qu'ils faisaient à l'électricité. Alors moi, je les ai vus, hein, ceux qui faisaient de l'électricité, parce que je suis né au moment où on a eu des images sur des écrans. Alors ça ressemblait au Minitel, hein, les images au début, mais ils faisaient de l'électricité, c'était horrible, les bras qui bougeaient, mais ils y arrivaient. Et ils faisaient des patients avec des bis seuls, avec 40 millilitres. Ce n'était pas les mêmes volumes, il fallait mettre du volume, parce qu'on n'était pas toujours sûr de là où on était. Et ils s'étaient rendus compte dans cette série qu'ils étaient obligés un peu de les sédater, ils avaient un défect postérieur, ils faisaient un bis single shot sous neurostimulation. Le taux de succès, il était à 83%, donc 4 patients sur 5, ça passe. Un patient sur 5, ça passe pas. Ça, c'est pas génial. Vous, je sais pas, un patient sur 5 qui passe pas sous les champs avec les chirurgiens ils sont nerveux. Hein. Alors nous aussi, on est nerveux, mais on est moins nerveux qu'eux. Donc globalement, un patient sur 5 qui passe pas, c'est pas hyper rassurant. Et donc, à l'époque, je crois que la plupart des centres, c'était anesthésie loco-régionale, anesthésie générale. Et ça se passait à peu près comme ça. Maintien de la pression de perfusion et conflit avec le chirurgien sur quel niveau de pression avoir. Je voudrais qu'il soit à moins de 10, à moins de 65 de moyenne, à moins de 60, à moins de 50. L'enfer. Globalement, on ne fait pas d'hypotension contrôlée, ça n'existe pas. Une hypotension, c'est non contrôlé. Donc, quand il y a une hypotension, on la corrige et on fait une normotension pour espérer une normoperfusion. Puis, les années ont avancé. Une étude de 95, donc on est un peu plus en avant, qui s'était intéressée à des anesthésies générales versus des bis. Eh bien, ce qui était montré, c'est que globalement, on avait un gain de temps au bloc, en salle de réveil, moins de complications dans leur série, à type de douleur, de sédation et de nausées-vomissements post-opératoires.
Donc toute cette hypoperfusion cérébrale, les nausées, vomissements, elles sont peut-être aussi parfois un peu liées à de bas débit. Elles sont également liées aux produits utilisés en anesthésie générale qui ne sont pas utilisés en anesthésie loco-régionale. Et dans cette série, le taux d'échec qui commence à baisser. On est à 9%. Et puis ensuite, il y a cette série de 2025. Je vous en ai parlé, c'est eux qui ont montré qu'il y avait 10 fois plus d'hypotension qu'on avait sous AG sur la chirurgie de l'épaule. Et bien dans cette série, sous échographie, c'est une équipe qui est experte, ils font entre 1500 et 2000 épaules par an, donc ils en font vraiment beaucoup. Et bien dans cette équipe, et bien globalement, le taux d'échec il tombe à 1 patient, 1% des patients, un tous les 100 patients va avoir un inconfort, va peut-être être endormi ou sédaté un peu profondément pour passer étape ou avoir un complément d'anesthésie loco-régionale. Et ce qu'on voit dans cette équipe, c'est qu'il y a un vrai impact sur les parcours, il y a un impact sur la durée de séjour en salle de réveil. Probablement certains patients sont un peu sédatés à leur demande, sinon certains n'iraient pas en salle de réveil, c'était la pratique dans ce centre. Et puis la durée totale de séjour dans l'établissement, quand vous voyez qu'un patient opéré de l'épaule, une coiffe de l'épaule reste 204 minutes, si je ne fais pas d'erreur, ça fait à peu près 324 minutes, 3 heures et 24 minutes, c'est des temps extrêmement courts entre l'arrivée du patient et sa sortie de l'établissement. Et ça, l'anesthésie locale, c'est typiquement quelque chose qui va pouvoir vous donner cet impact sur le parcours, de le simplifier avec des patients qui sont plutôt bien réveillés et qui vont récupérer rapidement avec une information de qualité, parce qu'il va falloir les réinformer sur bien la prise en charge de la douleur, le positionnement de la tête, les mouvements autorisés, le pendulaire qui est souvent autorisé. Et tout ça, c'est sûr que sur un patient qui n'a pas eu de sédation, qui n'a pas eu d'anesthésie générale, ça va arriver plus vite et lui permettre de sortir plus vite. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'anesthésie loco-régionale associée à l'anesthésie générale est tout à fait faisable. Elle permet une sortie en ambulatoire le jour même. Elle est juste grévée de un peu plus de morbidité liée à l'anesthésie générale. Un peu plus de nausées, un peu plus de somnolence et dans de très rares cas, des accidents vasculaires cérébraux. Comment faire cette anesthésie loco-régionale seule? C'est une anesthésie loco-régionale qui est un tout petit peu particulière parce que l'anatomie de l'épaule, c'est essentiellement sous l'influence de votre bloc, de la réalisation du bloc interscalénique sur la partie C5, C6, C7, C8, T1, qu'il va falloir essayer de bloquer, sachant que la partie la plus importante pour la douleur, c'est C5 et C6. Mais là, on est vraiment sur une volonté anesthésique, on ne veut aucun défect sur l'épaule, donc on va faire des bis sous échographie en essayant de contrôler la diffusion du produit, et parfois en piquant sur C5, C6 et en redescendant un tout petit peu plus bas. Vous le verrez, je vous ai mis une vidéo un peu plus loin dans la présentation. Le deuxième bloc qu'il va falloir essayer d'avoir, c'est le bloc cervical superficiel. C'est un bloc qui est extrêmement facile. C'est la diffusion du produit d'anesthésie en dessous du sternocleidomastoïdien, au-dessus du scalène antérieur, dans l'idée d'avoir une anesthésie du nerf supraclaviculaire. C'est la zone de la peau sur le dessus de l'épaule. Ça, on n'en a pas besoin en analgésie. Mais quand le patient est complètement conscient et anesthésié qu'en local, il ne faut pas trop qu'il ait des sensations au niveau de la peau, sur le haut de la clavicule, si jamais le chirurgien vient faire une petite infusion ou vient le toucher, parce que ça, c'est angoissant, puis c'est douloureux. Moi, j'ai toujours du mal à dire à un patient, vous inquiétez pas, c'est que la peau, ça fait mal, mais ce n'est que la peau. Non, ça fait mal, c'est la peau, ça vous met en échec, et souvent, ça amène à de la sédation. Et puis le troisième point, c'est le point d'entrée du trocar postérieur, qui peut être plus ou moins bas dans une zone que les chirurgiens eux-mêmes appellent le soft point. Alors il y a deux possibilités, il y a des équipes, ils le font eux-mêmes, il y a des équipes, c'est le chirurgien qui le fait à l'endroit, il va rentrer son trocar. C'est une zone qui est sous la responsabilité des branches thoraciques, T2, T4, T5. Alors on va pas faire, moi je ne fais pas un bloc érecteur du rachis pour recouvrir, je ne fais pas un paravertébral, je fais une infiltration sous-cutanée de 5 à 10 millilitres. On reviendra dans le détail sur la recette de cuisine. Donc l'épaule sous ALR seule, on part souvent sur 15 ml d'anesthésiques locaux, 15, 20 ml, ça va dépendre de la corpulence des patients, mais il va falloir vous assurer vraiment de la bonne diffusion des images. Toutes les images que je vais vous présenter, c'est un petit livre que vous avez pu retrouver pour ceux qui ont vu les stands Bebron. C'est l'Evolubook qui a été réalisé par un de mes anciens collègues qui est le docteur Ringeval. Et vous avez toutes ces images qui vous expliquent un peu comment on fait la diffusion au plus près de la zone d'intérêt et que vous allez retrouver sur les différentes diapositives. Le bloc du plexus cervical superficiel, donc qui est extrêmement important pour vraiment cette zone cutanée, on n'est pas vraiment sur la zone de l'articulation de la glène au niveau de l'épaule, va entraîner souvent une petite gêne
au niveau mandibulaire, la sensation de l'oreille qui chauffe. Les patients ne trouvent pas ça très agréable. Donc moi, je bascule souvent sur un anesthésique local de courte durée. De la longue durée pour l'analgésie, anesthésie sur le territoire interscalénique, de la courte durée sur le plexus cervical superficiel. On a le plexus cervical superficiel, on peut le prendre en très superficiel sous la peau ou en intermédiaire. Nous, on a pris l'habitude de le poiquer dans sa partie intermédiaire pour avoir vraiment cette anesthésie de la peau avec 5 millilitres. Ça suffit largement, vous voyez bien la diffusion. Et aujourd'hui, avec la qualité des appareils d'échographie que nous avons, souvent, une fois qu'on a infiltré dans cette zone au-dessus du scalène antérieur, parce qu'on va plutôt aller vers le scalène antérieur que le scalène moyen, on va observer des petits filets nerveux qui sont vos branches du plexus cervical superficiel. Le soft point, ça va être l'endroit où le chirurgien va rentrer plus ou moins haut. Quand il rentre très haut, il n'y a pas vraiment besoin de faire le soft point, vous êtes sur une zone qui est anesthésiée. Donc le mieux, c'est d'avoir la connaissance de l'endroit où on rentre. Au début, c'est demander au chirurgien à quel endroit, toi, tu rentres ton soft point, ton trocar, c'est plutôt un peu plus bas. Il y a des chirurgiens qui rentrent super bas. On ne va pas leur demander de changer leur technique, on va s'adapter pour endormir la zone où ils rentrent. Et on peut très bien leur donner la seringue d'anesthésiques locaux pour qu'au moment où ils installent tous les champs, leur dire est-ce que tu peux infiltrer 5 millilitres à l'endroit où tu vas rentrer la peau au niveau du trocar, et puis derrière il finit de se préparer et puis il peut commencer l'intervention. Ça c'est important, et c'est important dans ces cas-là, quand c'est pas vous qui faites le soft point ou vous avez un doute sur la position de ce soft point, de prévenir le patient qu'au bloc opératoire, une fois champé, une fois installé, il y aura un complément d'anesthésie sur une zone de la peau pour permettre au patient d'être confortable. Et ça, si c'est anticipé, ça se passe extrêmement bien. Je vais vous montrer une vidéo. Alors essayez de ne pas la mettre trop fort, j'ai enlevé. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo qu'on avait présentée à l'ESRA il y a un an. On avait un peu comparé les différents parcours patients d'une épaule. Donc le début du parcours, il est un peu comme tout le monde. Le patient, il arrive, il prend son comprimé de paracétamol, anti-inflammatoire. Il arrive dans la salle de bloc. On va réaliser l'anesthésie loco-régionale. On va réaliser le bloc interscalénique, donc avec un mélange de longue durée d'action. Donc ça, c'est ce que vous voyez avec une diffusion. Donc on aurait pu s'arrêter sur la partie haute ici, faire C5, C6, mais il nous aurait manqué le bas, C8, T1, donc on cherche bien à avoir une diffusion diffuse du produit d'anesthésie pour s'assurer la meilleure prise de cette anesthésie loco-régionale. Ensuite, le plexus cervical superficiel, donc tous avec un mélange de lidocaïne adrénalinée, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la carbo, vous faites les produits pour lesquels vous avez l'habitude, en courte durée, et puis après on prend le soft point. Il n'y a pas une grosse complexité, vous voyez, hop, on passe la peau et on infiltre. Et alors là, c'est très bien fait parce que c'est Sébastien Bloch qui l'a fait. C'est des images magnifiques. Puis là, on rentre au bloc opératoire. Donc le patient va être installé tranquillement. Et là, ce que je cherche à vous montrer, c'est que ces techniques-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne les a pas fait pour un chirurgien expert, tout ça dans son coin. Dans notre centre, on le propose à tous les chirurgiens. Les chirurgiens jeunes, les chirurgiens expérimentés, les chirurgiens qui mettent 30 minutes pour faire une coiffe, les chirurgiens qui mettent 1h30 pour faire une coiffe, on le propose à tous. On le propose aux patients. Évidemment, le patient peut nous dire « je ne suis pas à l'aise avec l'idée de ne pas dormir ». Et donc, à ce moment-là, on associera ou une sédation, voire une anesthésie générale dans le. L'avantage de ces techniques d'anesthésie locale, quand je parle de simplification, là, vous voyez le brancardier, c'est quand même moins pénible comme métier de raccompagner le patient à pied, de le lever immédiatement, bypass de la salle de réveil, avec un patient qui va revenir dans le service, rencontrer l'infirmière qui va lui réexpliquer toutes les ordonnances de traitement post-opératoire, et puis ensuite, normalement, il va recevoir la visite du kinésithérapeute qui va l'accompagner, lui expliquer ce qu'il va pouvoir faire et les mouvements qui seront autorisés à partir du retour au domicile. Et donc là, on a vraiment des patients qui sont dans des délais de prise en charge extrêmement courts, extrêmement, on va dire, dynamiques et qui vont pouvoir rentrer chez eux. Alors en cas d'échec, parce que certains vont me dire oui, mais en cas d'échec, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a un peu de littérature sur l'anesthésie générale chez les patients opérés d'une épaule, parce que si vous vous dites il va falloir les intuber, c'est un peu difficile d'intuber en position assise, même si c'est possible avec les vidéolaryngoscopes. Aujourd'hui, c'est rendu encore de façon plus aisée, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement confortable d'intuber un patient sous les champs qui serait en position assise. Vous avez toujours la possibilité de mettre la table opératoire en trend, donc vous ne changez pas la position assise, mais vous la couchez, il aura les pieds en l'air au moment de l'induction, et vous pouvez glisser un masque laryngé et le remettre assis. Il y a des publications sur la place du masque laryngé en chirurgie de l'épaule, et nous, dans notre centre et dans d'autres centres, quand on discute avec nos collègues, de plus en plus de chirurgies se font en masque laryngé, en position
assise sur les tables opératoires. Donc il y a toujours cette possibilité, ça a été décrit. L'idée étant, quand on prévoit une anesthésie loco-régionale seule, de ne pas se dire je fais une anesthésie loco-régionale plus ou moins bien, je vais faire des AG, c'est pas un problème. Non, l'idée c'est de ne pas faire d'anesthésie générale quand ce n'était pas le plan prévu. L'épaule sous anesthésie loco-régionale seule, en conclusion, il va vous falloir 4 conditions pour la mettre en œuvre. C'est l'acceptation de tous les intervenants. Ne la proposez pas à un chirurgien qui ne veut pas. Un chirurgien qui vous dit je ne suis pas confortable. Moi, il y a un chirurgien qui me dit je ne suis pas confortable, attention, elle est un peu élevée. Elle n'est pas élevée, attention, elle est à 12 de tension. Il y a d'autres chirurgiens qui travaillent sous 15 de tension. C'est son choix. On va dire, je ne suis pas là pour les mettre en difficulté. Donc avec ce chirurgien, on fait les coiffes sous local et général. Et puis avec tous les autres qui n'ont pas signalé de difficultés particulières, on propose à tous les chirurgiens que ce soit un acte court ou un acte plus ou moins long. On va rarement, dans notre structure, à plus d'1h30 de chirurgie, 1h45 de chirurgie. J'en ai fait des blocs seuls, quand on en faisait au début, sur des 3h15, 3h30. C'est très compliqué, parce que quand ça dure 3h15, 3h30, c'est qu'il y a une suffusion à la fin des produits de l'arthroscopie. Et là, le patient il commence à avoir mal dans des zones qui ne sont absolument pas anesthésiées. La sélection des chirurgies, dans notre pratique, c'est des chirurgies assez courantes, les coiffes, les acromioplasties, les calcifications, les petites ablations de matériel, les vis, les kystes, les lipomes, tout ça sur l'épaule. Ça se fait très bien sous anesthésie locale seule. Les butées, il y a un problème parfois de relâchement musculaire. Certains essayent de trouver des techniques complémentaires d'anesthésie loco-régionale pour augmenter le relâchement. Il y a des chirurgiens qui vous disent qu'ils sont très inconfortables, ils veulent quasiment une curarisation. Donc dans ces cas-là, l'anesthésie locale seule, la curarisation, ça s'appelle un événement indésirable grave. Donc on fait une anesthésie générale. C'est beaucoup mieux accepté d'être curarisé sous anesthésie générale. Ensuite, les territoires anesthésiés, c'est endormir les 3 territoires, que ce soit le chirurgien ou que ce soit vous. Et puis faire une adaptation, évidemment, aux besoins des chirurgiens. Et que les chirurgiens se comportent aussi correctement, parce que quand le patient est sous anesthésie loco-régionale, on ne dit pas exactement la même chose que quand il est complètement endormi. On essaye d'être rassurant, on ne dit pas qu'on voit rien, on ne dit pas qu'il y a du sang partout, on ne dit pas que ça coule. L'infirmière ne dit pas mais c'est quoi, mais il y a de l'eau partout, mais qu'est-ce que c'est? Non, on reste calme, on change. Il y a même des structures où ils ont mis des champs transparents, comme ça le patient peut un peu voir au travers et finalement n'est pas sous les champs complètement fermés avec l'application de créer une tente, tout un habitat temporaire sous les champs chirurgicaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les prochaines minutes pour répondre à toutes vos questions sur le sujet.